Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Au cas où je me présente, je suis Oscar Palacios Bustamante, je suis aussi chargé de ces cours et tout avec mes collègues de ces cours sur questions approfondies des sciences humaines. Et bon, tout d'abord aussi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne santé et une bonne continuation. Et j'espère que vous profitez aussi pour avoir un temps pour la réflexion, pour la méditation, ce qui est, à mon avis, la base de tout bon travail philosophique personnel. Et bon, comme vous savez déjà, il y a eu un changement dans les programmes de course à cause de la situation épidémique. Et on va continuer alors avec l'enseignement à distance et qu'on espère que sera de bonne qualité à vos fins, malgré les problèmes de communication. Mais justement par rapport à ça, et au cas où, vous trouverez alors toute l'info sur le Moodle à partir de ce jeudi. Et si jamais, vous avez aussi toujours la possibilité de vous mettre en contact avec nous. Et ça avec moi, Julian ou Arthur, et Manuel, ou directement avec le professeur Mascal, ou bien aussi notre secrétaire Eva Stasiak. Nous sommes toujours tout le temps pour vous. Et bon, je passe alors, disons, au contenu de cette vidéo, de cette partie du cours. Mon objectif maintenant, c'est simplement de vous inviter à faire ou définir en fait la lecture intégrale du livre L'éthique et c'est sur la conscience du mal d'Alain Badiou. À ce propos, alors, je vous propose cette vidéo comme une sorte d'introduction très 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 générale, mais j'espère substantielle, sur la philosophie d'Alain Badiou, à la philosophie d'Alain Badiou. Je laisse de côté un petit peu tous les détails biographiques d'Alain Badiou et je voudrais seulement mentionner 4 points qui me semblent très importants par rapport à la figure philosophique d'Alain Badiou. Premièrement, Alain Badiou est sans aucun doute le philosophe le plus important, toujours vivant, pour la philosophie contemporaine, en Europe et ailleurs, si j'ose dire, grâce à sa refondation de la philosophie tout entière. Ensuite, il est aussi l'héritier le plus important de l'ontologie politique franco-allemande des derniers siècles, à côté peut-être de Deleuze. Il est militant communiste et il est romancier, dramaturge et mathématicien. Et alors, si vous avez fait justement la lecture des très premiers chapitres de l'éthique, vous avez remarqué que l'éthique, et ce livre est aussi une introduction, une sorte d'introduction, très provocatrice bien sûr, et une invitation à la connaissance de sa propre philosophie, ce qu'il avait déjà fait ou ce qu'il a fait en fait à plusieurs reprises, mais notamment dans son manifeste pour la philosophie de 1988, dans son second manifeste pour la philosophie de 2006 et dans son livre Métaphysique du bonheur réel de 2015, si je ne me trompe pas. 2014-2015. Et bon, disons que le leitmotiv, non, la raison directrice ou le fil conducteur de la philosophie d'Alain Badiou est la refondation des 3 catégories ou des 3 notions philosophiques très importantes, très fondamentales pour la philosophie moderne, si on peut l'appeler à la philosophie post-kantienne. À savoir la refondation de l'être, de la vérité et du sujet. Refondre alors ces 3 grandes notions de la philosophie pour penser ce qui ne relève pas de la philosophie elle-même. Et qu'est-ce qu'on va alors sauver ou qu'est-ce qu'on va alors penser à travers la refondation de ces 3 notions? Les vérités elles-mêmes, c'est-à-dire les vérités dont on fait tous et toutes expérience dans nos vies. Ce qui veut dire alors, ce qui se trouve alors au cœur de la philosophie de Badiou, est alors un geste que j'appelle le geste anti-hegelien. Pourquoi? Parce que la philosophie alors n'est pas l'achèvement de la vérité au singulier. La philosophie n'est pas équiparable, n'est pas réciproque, il n'y a aucune alors égalité entre philosophie
et ce qui est vrai ou la vérité. Comme s'il y avait alors un processus, par exemple chez Hegel notamment, et, un processus historico-transcendantal où la philosophie prendrait le rôle des achèvements ou des figures ultimes des démonstrations ou des manifestations du réel vrai. La philosophie alors, et pour Badiou, peut construire un site de pensée pour penser la coexistence ou la compossibilité des vérités au pluriel. Et quelles sont ces vérités? Si vous vous souvenez, il s'agit alors des vérités de la science, de la politique, de l'art et de l'amour. Mais alors, quelle forme est-ce que la philosophie va prendre pour accueillir ces quatre régions de vérité? Elle va aussi, comme Hegel ou comme tout l'idéalisme allemand, prendre la forme d'un système, mais d'un système qui ne se base pas, comme je viens d'évoquer, sur une auto-identité de ce qui est vrai ou de ce qui est réel. Qu'est-ce qu'il y a alors là dans l'arrière-plan, ou quelle est l'histoire derrière justement cette approche? On parle alors de la philosophie postérieure ou après les années 60. On pense par exemple, dans la tradition francophone, on pense par exemple après l'accueil de Heidegger et de Husserl dans la philosophie française, la refondation qui commence avec Sartre, et qui continue alors avec plusieurs figures, par exemple Foucault, Deleuze lui-même, Althusser, Lacan, et ainsi de suite. Mais alors, à un moment donné, Badiou se trouve dans l'embarras, dans la situation, dans l'impasse du début des années 80, où il conteste alors un postmodernisme, c'est-à-dire dans une époque ou dans un moment philosophique où la postmodernité pense qu'il n'y a plus de vérité, mais seulement des structurations contingentes de l'histoire, Badiou veut alors proposer une nouvelle idée de vérité. En même temps, dans la philosophie, notamment anglophone, ou ce qu'on appelle la philosophie analytique, dans laquelle il n'y a pas de lieu, alors il n'y a pas de possibilité pour une métaphysique dans le sens classique, mais il y a seulement des jeux de langage sans une substance ou sans savoir du réel et véritable. Badiou alors veut proposer aussi une nouvelle approche à l'histoire de l'ontologie et un nouvel déploiement de l'ontologie elle-même. Et troisièmement, dans un milieu philosophico-politique où il y a plus ou moins un consensus, comme vous avez remarqué aussi dans les premiers chapitres de l'éthique, un consensus selon lequel il y a plus de possibilités pour une politique émancipatrice, pour une politique marxiste, à laquelle correspond alors une ambiance philosophique anti-marxiste, où il n'y a pas de mise en question du système de l'ordre mondial établi, mais seulement l'amélioration de la gestion à l'intérieur de cet ordre, c'est-à-dire il n'y a que des conceptualisations faibles de la justice. Alors Badiou, il veut alors refondre aussi, revisiter la philosophie politique pour proposer alors une nouvelle idée du communisme ou une nouvelle hypothèse communiste. Mais tout ça, c'est-à-dire contre le postmodernisme, contre la philosophie dite analytique ou anti-métaphysique, et contre la philosophie politique anti-marxiste, tout contre ça, il ne s'agit pas non plus de nier alors les résultats et ce qu'on a gagné grâce à les nouvelles théories du sujet que je viens d'évoquer, notamment chez la philosophie, disons, post-hegelienne et francophone. On pense par exemple aux grandes critiques de la société, de la gouvernance chez Foucault. On pense aux grandes critiques du sujet cartésien chez Freud et Lacan.
Et finalement aussi les grandes critiques des systèmes de l'idéalisme allemand chez Kierkegaard et Nietzsche. Alors, il faut alors maintenir tous les deux. La critique des grands systèmes de l'idéalisme allemand, que je viens d'évoquer d'abord, et aussi, disons, le salut ou la refondation d'une philosophie systématique, ontologique, qui vise à proposer une nouvelle idée de vérité, tout ce qui va alors aboutir aussi à un nouvel concept de sujet. Alors, je reviens sur l'idée du début, on va parler maintenant de comment ce que Badiou repense et révise et revisite alors ces trois notions fondamentales de la philosophie, être, vérité et sujet. Je commence alors avec ces grandes notions d'être. Comme vous vous souvenez, comme vous le savez déjà, la notion d'être, de on, est déjà chez Parménide, ou depuis Parménide, depuis Héraclite, de façon un petit peu moins évidente, mais de façon frappante et évidente chez Parménide, jusqu'à Aristote. Entre Parménide et Aristote, il y a alors la fondation et la formation d'un socle qu'on peut appeler métaphysique, d'un socle ontologique. Un tel degré alors qu'Aristote propose aussi la multivocité de l'être. L'être où on dit être de plusieurs façons et de plusieurs manières. Où ce qu'on veut dire avec être n'est pas univoque. Il n'y a aucun seul signification, aucun seul... Il n'y a pas de sens unique, disons, pour proférer l'être. Mais en même temps, alors, et depuis aussi Parménide, et ça passe bien sûr par Platon, mais ça peut aller par exemple jusqu'à Leibniz, il a une réciprocité entre l'être et l'un. Leibniz le dit de façon très frappante, ce qui n'est pas un être n'est pas un être. Et alors, pour Badiou, et ça établit une réciprocité entre l'être et l'un qui va causer pas mal de problèmes à l'intérieur de la philosophie elle-même, notamment par exemple dans les dialogues Parménides de Platon. Ensuite, un autre élément aussi qu'on va trouver dans cette approche à l'ontologie chez Badiou est bien sûr la figure très contemporaine et toujours très active de Martin Heidegger. Pourquoi? Parce que Heidegger, lui, il a aussi fait toute une refondation de la tradition métaphysique, mais il a, disons que le dictum le plus important de la philosophie heideggerienne est alors l'oubli de l'être, où il y a une confusion entre ce qu'on veut dire avec être et ce qu'on veut dire avec étant, ou la totalité des choses. Mais alors, laissons un petit peu de côté ça, mais ce qui est important chez Heidegger pour Badiou, c'est que Heidegger, il a réinterprété toute l'histoire de la philosophie à faveur d'une autre idée ou d'une autre notion de l'être. Et disons qu'il est allé au rebours, justement, de toute la tradition pour ouvrir une nouvelle possibilité qu'il trouve notamment dans le langage poétique de la langue allemande. Mais on laisse ça de côté. L'idée que je vais retenir là, c'est que pour refonder ou pour repenser tout ce qui veut dire être, il faut alors aussi réinterpréter toute l'histoire de la philosophie depuis son origine grecque. Et la façon dont Badiou va faire ça ne sera pas à travers la réinterprétation des textes grecs, latins et de l'idéalisme allemand, afin de trouver une nouvelle interprétation de l'être, ce que Heidegger a fait, mais il va alors trouver une nouvelle relation entre la philosophie ou l'histoire, le déploiement historique de la philosophie avec l'histoire des mathématiques. Pourquoi?
Pour la raison que j'ai évoquée dans les premiers cas, c'est-à-dire dans le cas de la réciprocité entre l'être et l'un. Pourquoi? Parce que pour Badiou, le problème, c'est que Heidegger, il demeure aussi enfermé dans un paradigme philosophique, de telle façon que la philosophie ignore l'importance des sciences et du rapport des sciences avec la philosophie. Disons que, selon Badiou, la philosophie a ignoré l'importance des mathématiques pour penser et pour contester cette réciprocité entre l'être et l'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on passe alors par les mathématiques et ensuite pour repenser l'ontologie, on va établir avec Badiou que ce qui est en tant qu'il est, ou bien l'être, n'est pas réciprocable à l'un. Alors, il n'y a plus de réciprocité entre l'être et l'un, mais on va penser plutôt l'être en tant que multiple. Ce qui est en tant qu'il est multiple. Et cette multiplicité ne se compose pas, cette multiplicité ne compose aucune totalité. Il ne se compose pas des parties à façon de former une totalité. Être et être multiple sans unité totalisante. Mais, à un premier moment, on peut alors se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a alors un pur chaos? Est-ce qu'il n'y a pas d'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas de consistance dans la réalité? Mais en même temps, bien sûr que j'ai fait l'expérience d'une consistance ou d'une structuration de la réalité ou des choses. Et bien sûr, c'est par exemple cet ordre que les sciences sont en train d'éclaircir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Badiou, disons que la multiplicité est une donnée. Le fait est qu'il y a de la multiplicité. Mais il y a plusieurs possibilités de parler ou de penser ce fait d'être multiple des choses. C'est-à-dire, quand je dis ou quand on dit que l'être est multiple sans unité totalisante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre ou qu'il n'y a pas de structuration de la réalité. Mais ce qu'on est en train de faire est d'échanger les présupposés à partir desquels on va faire abstraction de l'être en tant qu'être à partir de la réalité ordonnée. Disons que d'un côté, il y a le fait de la multiplicité et d'un autre côté, il y a la façon dont on peut en parler. C'est-à-dire, pensons par exemple à la grande présupposée héraclitienne. Héraclite commence par énoncer qu'il y a un ordre littéralement cosmique de tout ce qui est, y compris l'être humain. Mais pour Badiou, il s'agit de dire ou de faire une autre présupposée. C'est-à-dire, au tout début, on trouve l'axiome ou la décision ontologique de penser tout ce qu'il y a comme multiplicité formée à son tour de plusieurs multiplicités. Ce qui va dire alors que ce qu'on trouve dans l'être en tant qu'être, ce n'est que deux multiples formés à son tour de plusieurs multiples à l'infini. Pourquoi alors enlever ou rompre la réciprocité de l'être avec l'un pour ouvrir une nouvelle pensée de l'être en tant que multiplicité infinie? Mais alors, on peut encore une fois nous demander, mais je ne fais pas alors l'expérience de l'infini dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience de cette chambre, j'ai fait l'expérience de cet écran, et j'ai fait l'expérience de plusieurs choses, bien exactement définies, les unes avec l'autre.
Mais alors, comment est-ce que je peux aussi alors parler d'infini, d'un point de vue ontologique? Ce qu'on va alors trouver, c'est que l'infini ou l'être multiple ne se trouve d'emblée comme tel dans nos expériences. Ce qu'on trouve plutôt, c'est une situation. On se trouve toujours dans une situation telle qu'elle est composée par des multiples. Une fois qu'on établit que être et être multiple, tout ce qui est multiplicité. Alors, une situation est ce qu'il y a ici et maintenant du point de vue de son être multiple, sans présupposer une totalité à partir de laquelle on va dériver le ici et le maintenant. Une situation alors est un ensemble composé à son tour par une multiplicité infinie d'ensembles. Par exemple, si je trouve ou si je veux formaliser cette situation, c'est ici et maintenant en tant qu'ensemble, je peux dire que moi, je suis un élément où j'appartiens à l'ensemble de cette situation. Et tout comme vous, ou tout comme cet appareil qui est en train d'enregistrer la vidéo, ou un stylo, ou n'importe quoi. C'est-à-dire, l'ontologie, il s'agit dans ces cas de faire abstraction de toutes les différences spécifiques, mais en même temps pour gagner une différence qui va laisser penser tout ce qui est présent dans une situation. Et cette caractéristique ou cette différence spéciale est alors être multiple. Comment alors penser ou comment inscrire ce type de multiplicité sans unité totalisante? Ou qu'est-ce que la philosophie peut trouver dans son histoire ou dans l'histoire plutôt des sciences pour parler de cette multiplicité? Elle trouve alors les mathématiques, et spécifiquement les théories des ensembles telles que conçues notamment par Cantor et par Paul Cohen. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez eu déjà un cours de mathématiques ou de logique des théories des ensembles, mais je peux dire seulement, de façon très courte, que ce qui nous permet alors de formaliser de façon déductive la théorie des ensembles est justement l'idée que n'importe quelle chose peut être pensée à partir de son appartenance à une autre chose, mais sans présupposer qu'il y a une limite pour ces liens d'appartenance. Ce qui implique alors, et j'espère que là vous me suivez, ce qui implique alors l'idée que je peux concevoir quelque chose mis en rapport avec une autre chose, mais disons que dans l'horizon d'une multiplicité irrestricte. Je n'ai pas besoin de poser ni une substance, ni un univers pour trouver dans un ensemble tous les éléments qui composent cet ensemble à l'infini. Je sais que ça peut sonner maintenant trop éloigné d'une conception intuitionniste des objets mathématiques et aussi d'une conception même phénoménologique des choses. Mais il y a justement l'idée est que l'ontologie, elle se refond à partir de quelque chose du réel qui n'est pas susceptible de se laisser limiter par la réalité empirique, ni par la réalité à proprement dit intuitionniste ou dont on fait l'intuition à travers l'expérience quotidienne. L'ontologie alors commence
par reconnaître ces faits d'être multiples de tout ce qui est et continue par identifier dans les mathématiques les discours qui peut alors inscrire, communiquer de façon raisonnable et de façon démontrée le fait de l'être multiple de n'importe quelle chose. Alors je vous suggère de maintenir cette idée pour passer alors à la notion de vérité. J'espère qu'avec la conjonction de ces deux notions, ça va être plus clair. La vérité, comme vous savez, dans la philosophie moderne, est conçue normalement comme un rapport d'adéquation. Adéquation entre la pensée d'un sujet et les moments ou la donnée de réalité d'un objet. Et dites, une pensée est vraie quand il y a une corrélation entre le sujet qui pense la chose et la donation de la chose telle que le sujet la pense. Mais alors, la vérité chez Badiou, en fait, elle fait exception de tout ce qui est pensable. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est déjà présent dans la situation ou dans la réalité, mais quelque chose en fait qui, par hasard, arrive ou advient à la réalité. Les noms philosophiques que Badiou donne à ce type de choses qui arrivent est événement. L'événement est le support des vérités, c'est-à-dire l'être d'une vérité. Et, bien sûr, il est aussi un certain type de multiplicité. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà établi que tout ce qui est multiple. Et là, on trouve alors la caractérisation de l'événement. D'une part, on peut dire que l'événement est, entre guillemets, quelque chose qui arrive. Mais d'une autre part, à proprement dit, il n'est pas une chose, parce que l'événement échappe à la structure de la situation. Disons que, tandis que tout ce qui est ou tout ce qu'il y a est multiple en situation, situé dans un ici et maintenant, l'événement, par contre, est ce qui échappe ou ce qui fait exception à tout ce qui est déjà présenté ou présent dans la situation. L'événement, à vrai dire, est seulement une trace, un tracé, un trou, un moment fugace, un instant dans lequel on peut seulement entrevoir, soupçonner une conjonction entre l'être de la situation ou, disons, la structuration déjà donnée de tout ce qu'il y a dans un ici et dans un maintenant, et quelque chose de trop différent, de trop imprévu, un insu qui arrive ou qui aura été alors pensé ou réfléchi en tant que hasard. L'événement est à vrai dire seulement, comme on dit en anglais, un glitch, c'est-à-dire justement seulement un moment où tout ce qui est se montre de façon un petit peu troublée. Et cette conjonction alors d'un point d'inflexion de la structuration d'une situation avec ce qui advient de façon hasardeuse va déclencher une différence à l'intérieur de la situation, à façon de modifier tout l'ensemble des ensembles de la situation. Je suis sûr que ça peut, oui, ça peut, ce que je viens de dire peut être trop confus
toujours, et que ça peut être alors, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle maintenant? Je vais donner alors un exemple, l'exemple le plus célèbre et à mon avis très, ou j'espère, très facile pour vous de saisir. Et je vais parler de l'événement amoureux. Quand on dit qu'on tombe amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ma vie se compose alors de ma situation et j'ai mes habitudes, je suis habitué à faire des choses comme ça et comme ça. Et aussi, je dispose de pas mal de connaissances ou de préconnaissances sur ce qui est. Par exemple, je prends le verre pour boire de l'eau et je me lève à telle heure du matin et je travaille de telle heure à telle heure. Je connais à Pierre, Aline, Lina, Giuliano, etc. Et ainsi de suite. Il y a toute une encyclopédie de connaissances qui compose la multiplicité propre de la situation où je me trouve. Moi-même, un multiple, qui est élément de la multiplicité de ma situation. Et à un moment donné, peut-être que je prends le bus à une heure que je n'avais pas prévue et j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Et cette personne, je la trouve très, très non seulement très, très, très belle, mais aussi il y a cette idée de coup de foudre. C'est-à-dire, il y a un instant où je m'arrête et, à vrai dire, tout ce qui compose mon monde, ma situation, s'arrête aussi. Je parle de façon métaphorique. Mais ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui survient comme un supplément et qu'alors je ne peux pas saisir de la même façon dont j'ai saisi tout ce qui est déjà donné dans ma situation. Et alors, ça ne veut pas dire qu'alors une vérité, parce que les vérités aussi, on le dit au pluriel, si tout ce qui est multiple, les vérités aussi sont des multiplicités. Alors, ça ne veut pas dire qu'une multiplicité va ouvrir alors un autre univers, un surmonde ou un monde des idées, disons, dans la caricature de Platon classique, et à partir duquel je vais alors reconstruire ou réorganiser ma situation. C'est-à-dire, un événement n'est pas l'issue de la caverne grâce auquel je vais arriver à l'idée et ainsi, et après alors revenir à la situation de la caverne et commencer alors à faire bouger les choses d'une façon différente. Non. Si je pose la question alors, où se trouve une vérité, ou bien où se trouve un événement, où est-ce qu'un événement advient à la situation? Bon, je réponds dans la situation elle-même. C'est pour ça que la compréhension ou la conceptualisation des événementiels de la vérité chez Badiou est une conceptualisation de l'immanence des vérités. Pourquoi? Parce que c'est dans la situation que la vérité, alors, qu'une vérité va se déployer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de dire que l'événement n'est qu'une trace, n'est qu'un tracé, n'est qu'un glitch, n'est qu'un moment troublant de ma situation ou de la situation de pas mal de choses. Je viens d'évoquer l'exemple amoureux, mais c'est-à-dire dans l'exemple de l'amour, et il n'y a que, à vrai dire, il n'y a que deux personnes qui sont engagées, disons, ou qui sont interpellées par un moment événementiel. Mais pensons par exemple à une œuvre d'art. L'événement artistique est bien sûr l'expérience que je fais de l'œuvre d'art, mais aussi l'œuvre d'art elle-même.
pensons et aussi, comme moi aussi, tant d'autres spectateurs. Pensons aussi, par exemple, à un événement politique, disons à une organisation révolutionnaire telle qu'elle, laquelle alors elle est composée, par sa nature elle-même, d'une organisation collective, c'est-à-dire de plusieurs personnes engagées dans un but en commun qui, à leur tour, réorganisent la société dans laquelle ces personnes se trouvent. Mais alors, si l'événement n'est qu'un instant, et elle va se trouver à l'intérieur d'une situation, comment est-ce que l'événement va se trouver ou va trouver son site à l'intérieur de la situation? Bon, c'est que une vérité ou un événement déclenche alors une nouvelle organisation de tous les termes ou bien tous les éléments de la situation. C'est pour ça qu'une vérité n'est qu'une vérité dans la mesure où elle est une procédure de réorganisation des éléments qui se trouvent à l'intérieur ou qui composent une situation déjà donnée. Disons que tandis que l'être parle de ce qu'il y a dans une situation, l'événement nous parle ou l'événement advient à la situation pour nous montrer ce qui aura été dans la situation. Pourquoi? Parce que pensons encore une fois à la situation amoureuse ou à l'événement de l'amour. Dans l'instant du coup de foudre, non? Dans l'instant où je sens quelque chose de nouveau par rapport à une personne, là, je n'ai qu'un soupçon peut-être. Bien sûr, il y a un désir, mais le désir en tant que tel n'est pas les soutiens à proprement dire d'une durée de cette procédure de vérité. Bon, au moins du point de vue de la psychanalyse, le désir ne soutient rien par lui-même. C'est pour ça qu'on a besoin alors de symbolique et des choses alors qui s'ordonnent autour du réel de ce désir. Mais alors, je reviens à l'exemple de l'amour. Dans un premier instant, je peux sentir ou je pressens quelque chose de différent, mais à ce moment-là, je ne peux pas oser de dire qu'il s'agit alors, disons, de l'amour de ma vie ou d'un engagement, justement, d'un engagement amoureux. Pourquoi? Parce que l'événement n'est qu'une chose très 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 fugace, mais ça va causer alors toute une série de décisions différentes à l'intérieur de la situation ou par rapport à ce qui est déjà là dans la situation. L'être parle de ce qu'il y a dans la situation, tandis que l'événement parle des exceptions par rapport à ce qu'il y a, afin de construire quelque chose qui aura été différent de ce qu'il y a à l'intérieur de la situation, dans un ici et maintenant. C'est-à-dire, l'événement est un ailleurs et un autre temps, dans la mesure où ces ailleurs et cet autre temps vont se construire à partir de ce qu'il y a ici et maintenant. Mais alors, de ce point de vue-là, l'événement n'est qu'une invitation. L'événement est une interruption de la structuration de ma situation, en même temps que l'événement m'invite à repenser, réordonner, redéfinir tout ce qui était déjà ordonné, défini, dit et su dans et par la situation. De quoi est-ce qu'on parle alors, à fin de compte, quand je parle ou quand on parle avec Badiou de vérité? On parle
des procédures créatrices. On parle de l'invention de quelque chose de nouveau, à travers ou en passant par l'hasard d'un événement, de quelque chose qui arrive de façon non prévue, afin de déclencher une réorganisation de tout ce qui était déjà là. On parle par exemple de ces moments de Eureka d'Archimède. On parle par exemple du travail alors d'un artiste pour trouver une nouvelle forme musicale, par exemple, une nouvelle forme dans la peinture plastique. On parle aussi de l'organisation politique d'un peuple contre l'organisation déjà donnée et gérée par un État. Et alors, ce qui se joue dans une procédure de vérité, c'est la tension entre ce qui était déjà là, comme présence ou comme savoir, et ce qui est en train d'advenir en tant qu'invention. Mais alors, le plus important ici, c'est que le soutien réel de la procédure de vérité est la série de décisions que les différents sujets humains vont prendre à partir de ces soupçons de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que seulement dans la série des conséquences tirées de l'événement, c'est qu'un événement comme tel va vraiment littéralement se réaliser, se montrer comme tel. Mais alors, c'est seulement rétroactivement que je peux dire que quelque chose comme un événement est advenu ou s'est passé. Là, je dis alors que c'est une erreur de dire que l'événement est quelque chose déjà donné ou quelque chose à partir de laquelle je suis sûr que le futur va être comme ça et comme ça. C'est l'idée, par exemple, du contrat marital, non? Ou des différents académicismes universitaires ou artistiques qui présupposent que grâce à une nouveauté, on peut maintenant comprendre tout ce qui est nouveau ou tout ce qui va être dans le futur. Non, l'événement ne s'agit pas de ça. L'événement s'agit en fait du risque de prendre une décision sans avoir les conséquences 100%. On peut bien sûr avoir des stratégies, on peut avoir, par exemple, dans le cas de l'amour, de la sincérité pour montrer et pour établir un lien. Mais dans le cas de chaque procédure de vérité, amour, art, politique, science, il n'y aura jamais une garantie absolue grâce à laquelle on pourra soutenir la vérité comme telle. Ça, c'est une différence très, très, très frappante entre Badiou et pas mal de la philosophie précédente. Parce que, pensons par exemple dans le cas de Platon, ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bon, tous les trois ensemble, dans l'idée du bien, et fonctionnent comme un support de la réalité, ou un support ontologique. Mais chez Badiou, on trouve alors, via la pensée de l'événement, la séparation de ces deux choses. Pourquoi? Parce que les vérités, une vérité, ne sera telle que, littéralement, au fur et à mesure. C'est-à-dire, les idées sont telles au fur et à mesure, parce que tandis que la structure ou la situation est déjà quelque chose qui traite ce qui est, l'événement et la procédure de vérité déclenchée par l'événement, eh bien, est plutôt du côté de ce qui advient et de ce qui advient dans les différents points ou les différents moments, les différentes décisions, les différentes instances qui vont avérer la construction d'une nouvelle
restructuration de la situation. Comment alors est-ce qu'on appelle cette nouvelle construction? Quel est alors les résultats locaux ou les résultats immanents dans la situation d'une vérité ou d'un événement, d'une procédure de vérité? C'est ça ce qu'on va appeler sujet. Mais alors, on voit que, tandis que par exemple chez Descartes, le sujet est au principe et au commencement de la réalité et de la pensée philosophique, parce qu'en fait c'est la pensée, avec majuscule, les cogito. Ici, on reprend alors toutes les différentes critiques du sujet cartésien. On se trouve alors dans une époque post-cartésienne de la philosophie, dans laquelle les sujets, ou ce qu'on va nommer sujet, relèvent plutôt justement de cet endroit ou de ce domaine du risque, de ce domaine du pari, de ce domaine des différents enjeux mis en mouvement ou mis en jeu grâce aux décisions déclenchées par l'événement. Les sujets et les résultats de la procédure de vérité, c'est cette phrase, cette locution au fur et à mesure, c'est-à-dire les résultats toujours provisoires, si on peut le dire comme ça, mais en même temps, toujours les résultats qui peuvent aussi ouvrir de nouvelles possibilités pour la construction de cette procédure. Pensons par exemple, encore une fois, à l'exemple de l'œuvre d'art, de l'événement artistique. Parce que les sujets, à proprement dire, de l'art, dans les termes de Badiou, n'est pas seulement les sujets individuels, disons, le sujet de connaissance, qu'on appelle artiste, qui à un moment donné survient une autre idée, comment ordonner des sons ou des lumières ou des instants de lumière avec le cinéma, etc. Mais les sujets artistiques ne se limitent pas à l'individu qu'on appelle artiste, mais les sujets artistiques se composent aussi par l'œuvre d'art elle-même, mais ensuite par toute la suite des conséquences déclenchées par l'expectation, par le spectacle, du regard ou de l'écoute de cet nouvel ouvrage artistique. C'est-à-dire le sujet est chaque point où quelque chose de nouveau se laisse incorporer à cette procédure de vérité. Les sujets artistiques se composent alors par l'artiste, par les spectateurs, par l'œuvre d'art, par la perception de ce qu'on peut percevoir dans l'œuvre d'art, mais en fait aussi de ce qui n'est pas aperçu ou ce qui est en fait surmonte les domaines de la perception tel quel, parce que ça ouvre la possibilité aussi de soupçonner que quelque chose qui est déjà là peut être d'une façon différente. C'est l'idée par exemple du ready-made dans l'œuvre d'art. Quelque chose qui était déjà là réordonne toutes nos croyances sur l'art et sur la situation dans laquelle l'art se trouve. J'espère que ça vous rend un petit peu plus clair l'idée du sujet. Mais alors, qu'est-ce qu'on va... je reviens pour conclure avec cette introduction. Je reviens alors à l'ouvrage de l'éthique, et c'est sur la conscience du mal de Badiou. Parce que là, on va trouver de façon, bien sûr, beaucoup mieux développée ce que je viens de dire. Mais là, on va trouver quelque chose aussi très, très intéressant. C'est-à-dire les différentes façons ou les différentes possibilités, les différentes destinations qu'une procédure de vérité peut avoir ou peut en fait devenir, mais non plus au profit d'une création, mais plutôt
dans le sens d'une destruction. Et c'est comme ça que Badiou va expliquer ou éclaircir le mal. Parce que là, le mal est, disons, une façon dont une procédure de vérité va continuer à apparaître et à réordonner ce qui était déjà donné dans une situation. Dans ce sens-là, Badiou, il demeure fidèle à Hannah Arendt, pour qui le mal n'est pas au même niveau que le bien. En fait, on va voir que le mal est une déformation du bien. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui s'est construite, ou c'est un type de sujet qui s'est construit aussi au fur et à mesure à partir d'un événement. Et c'est comme ça, par exemple, que Badiou va nous expliquer le phénomène du totalitarisme et qu'on peut bien sûr aussi élargir aujourd'hui au phénomène multiple aussi des populismes. Mais ce qui est très important de retenir dans cette lecture de l'éthique est cette prééminence du bien ou du vrai, de l'événement tel que sa fugacité ouvre plusieurs possibilités et ne réduit pas alors nécessairement la situation à une seule destination. En fait, l'événement en tant que tel, il ne contient rien, mais il ouvre alors la porte à de nouvelles possibilités. Et le mal résulte, disons, d'un certain type de configuration ou du rapport entre situation et événement. C'est ce qu'on va trouver dans les derniers chapitres de l'éthique. Mais il faut aussi prendre en compte que tout ce qui va se passer dans la situation, qui est affecté par le mal, soit dans la politique, l'amour, l'art ou les sciences, ça va aussi se construire ou se baser sur ce qui est déjà donné. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, une façon dont on peut figurer ou penser le mal est en fait la façon et la forme de l'idéalisation ou d'une unité qui va vouloir, par exemple, à travers la pensée d'une identité, vouloir conquérir, envahir la totalité supposée des situations, des éléments dans une situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, un sujet obscur, c'est comme ça que Badiou le nomme, un sujet obscur prend un seul terme ou un seul multiple de la multiplicité infinie de la situation, et cet seul terme va alors décider toute configuration de la situation. C'est comme ça, par exemple, que Badiou parle du phénomène du nazisme, ou à vrai dire, de l'antisémitisme nazi. Pourquoi? Parce que là, il a l'identité aryenne, l'identité de la pureté d'un peuple supposé. Et c'est alors, avec ces seuls critères, qu'on va réordonner toutes les sociétés qui entourent justement cette identité. Et moi, je voudrais seulement vous évoquer deux exemples issus de la série de télé Breaking Bad et du film Star Wars. On peut penser en fait à la saga dans ces 6 premiers chapitres, mais je vais me concentrer sur le 3e. Et en fait, c'est pas trop important que vous regardez tout ça. Et oui, tandis que Star Wars, c'est, disons, du cheap cinéma, c'est-à-dire c'est pas trop important de voir Star Wars. Mais au contraire, je pense que sans aucun doute, Breaking Bad,
c'est une manifestation esthétique, artistique, et qui compose par elle-même un ouvrage artistique, une œuvre d'art, et 100%. Et là, je vais seulement évoquer, ou je vais prendre ces deux exemples artistiques pour, j'espère, rendre un petit peu plus clair les déploiements ou les constructions de ces subjectivités du mal ou du sujet obscur. Pourquoi? Dans l'exemple de Breaking Bad, on trouve alors les passages du personnage principal qui s'appelle Walter White à l'image d'un narcotrafiquant qui est Heisenberg. C'est-à-dire, on trouve les passages de Walter White à Heisenberg. Tandis que chez Star Wars, on trouve les passages, si on connaît tous l'histoire, ou tous et toute l'histoire, du Anakin Skywalker à Darth Vader. Et en fait, tous les deux, et chacun se trouve dans sa propre situation. Il y a un monde, disons, il y a un ordre, il y a une société, il y a tout ce qu'on peut dire dans l'ordre cosmique de la guerre des étoiles d'un côté et dans l'ordre cosmique du sud des États-Unis, Albuquerque, et New Mexico aux États-Unis. Alors, mais tous les deux personnages, ils possèdent une puissance ou un pouvoir déjà donné. Dans le cas de Walter White, lui, il est un expert énorme de la chimie, de la connaissance scientifique de la chimie. Tandis qu'Anakin Skywalker, il est aussi un très bon guerrier, non? Il est un très bon Jedi. Il contrôle très bien la force, la puissance cosmique. Et tous les deux, leur histoire s'agit de sauver ce qu'ils aiment. Dans le cas de Walter White, il veut sauver l'avenir de sa famille, tandis que Anakin Skywalker veut alors éviter la mort de Padmé, son aimé. Mais alors, tous les deux, l'histoire va consister alors à trouver une nouvelle formation de la situation à laquelle ils appartiennent. Dans le cas de Walter White, il va trouver alors qu'à l'intérieur de sa situation, il peut se mettre en rapport différent avec tout le monde, tout l'univers du narcotrafic. Ça peut être contrasté par exemple avec les rapports que le frère de son épouse maintient avec le narcotrafic parce que lui, il est un agent du département du contrôle antidrogue des États-Unis, de la DEA. Tandis que Anakin Skywalker, lui, il va établir un nouvel rapport avec la force cosmique en côtoyant, justement, en se laisser absorber par les côtés obscurs de la force. Mais tout ça, d'où la question ici est, d'où est-ce que les deux prennent la force ou prennent les référents pour la suite des décisions qui composent en fait l'histoire de chacun. Breaking Bad et Star Wars Episode 3. En fait, tous les deux ne vont plus agir par amour, c'est-à-dire par engagement avec quelqu'un dans le sens d'une construction événementielle. Dans le cas de Walter White, avec l'amour pour son épouse et sa famille. Dans le cas d'Anakin Skywalker, et l'amour pour Padmé et pour la démocratie de la République. Tous les deux, ils vont arrêter d'agir avec ça comme référence et ils vont commencer à agir par référence à leur propre ego. Là, c'est en fait le paradoxe de l'ego qui se met en jeu. Pourquoi? Parce que dans le cas de Walter White, il commence à agir à partir de son orgueil. Vraiment, de l'ego qui veut être le plus important terme, le terme le plus important de sa situation. Et il a une envie énorme, justement, à démontrer à tout le monde qu'il est le mec le plus capable, le plus intelligent,
et qu'en fait, il peut prendre en charge tout ce qu'il veut prendre en charge, soit dans le monde de la légalité ou dans le monde de l'illégal. Tandis que dans le cas d'Anakin Skywalker, il va agir par la peur. Et ça, c'est ce que Yoda lui dit. Yoda lui adhère justement à Anakin Skywalker à un moment donné et lui dit « Il faut que tu apprennes à let it go, à dire adieu à ce que tu aimes le plus. Parce que si tu vis avec cette peur, tu vas continuer alors à avoir de la haine et c'est ça ce qui est la porte d'entrée à le côté obscur de la force. Et en fait, c'est justement ce qui se passe. Dans le cas de Walter White, il veut alors prendre son propre ego comme le seul terme de la situation à partir de lequel il veut reconfigurer sa situation. Et il se trouve dans le paradoxe où il veut sauver ce qu'il aime, mais en même temps, la force de son ego, là d'où il tire justement sa force, est en contradiction mortelle avec ce qu'il aime. Et ce qui se passe aussi avec Anakin Skywalker, parce qu'il croit qu'il peut employer les côtés obscurs de la force pour sauver Padmé de la mort, ce qui veut dire qu'il veut utiliser l'obscurité pour donner de la vie, ce qui est en fait une contradiction, ce qui est en fait la piège que l'empereur utilise pour faire alors advenir la figure obscure de Darth Vader dans Anakin Skywalker. Alors, tous les deux personnages, Walter White et Anakin Skywalker, au lieu de mettre en question ces affects qui proviennent de l'ego, ils commencent alors à envahir ou contrôler la situation tout entière à partir de leur ego. Ils veulent tout contrôler, même si ça implique la destruction de ce qu'ils aiment. Soit la famille de Walter White, ou soit les soucis de la démocratie, tout avec Padmé, dans les cas d'Anakin Skywalker. Mais alors, ça implique que le passage de Walter White à Heisenberg, qui est son prénom comme narcotrafiquant, et de Anakin Skywalker, Jedi, à Darth Vader, un guerrier et Sith, ça implique alors qu'il y a un passage d'une construction qui anéantit toute différence par rapport à l'identité première et qui en fait signifie la montée de cette identité sur toute autre différence à l'intérieur de la citation. Ça ne veut pas dire qu'il y a, maintenant je parle dans le cas de la philosophie de Badiou, et ça ne veut pas dire qu'alors que chaque événement contient une destinée, ou que chaque décision alors ne peut pas être modifiée. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut annuler l'ego pour se vouer alors à toute altérité, etc. Ça, c'est une chose qu'on a vu justement déjà dans les chapitres précédents, qui est aussi une piège. Ça veut dire seulement que l'événement se joue toujours dans les balances, disons, dans l'examen, dans l'enquête du rapport des différentes puissances qui se trouvent à l'intérieur de la situation. Et que la consistance qu'une vérité positive, créatrice, inventive peut avoir justement comme pouvoir et justement toujours de trouver que ce qui est déjà là peut être d'une différente façon. Et je reviens aux exemples de Walter White et d'Anakin Skywalker, dans le sens où on peut mettre en question, même si c'est un peu ennuyant, non? Et on peut mettre en question les histoires. Non? On peut se demander, par exemple,
quelle aurait été l'alternative pour Walter White et quelle aurait été l'alternative pour Anakin Skywalker au lieu de détruire ce qu'ils aiment. Bon, en fait, dans l'histoire, et dans les deux histoires, à plusieurs reprises, tous les deux, ils se trouvent dans cette situation, dans cette mise en question justement de leurs motifs, de leurs actions, de leurs conséquences. Et si j'ose justement de façon très spéculative, non, de modifier l'histoire, je dirais alors que dans le cas de Walter White, alors au lieu de ça, Walter White dit « Je préfère de trouver ma propre manière de m'en débrouiller, de trouver la façon de financer ma chimiothérapie et de trouver aussi la façon de financer le futur de ma famille. » Et l'alternative, disons, pour Anakin, lui, il conçoit une seule forme de bonheur, c'est-à-dire un seul futur dans lequel lui, il peut maintenir son rapport avec son aimé, avec Padmé. Mais au lieu alors d'anéantir ou de contrôler l'ego impliqué dans ce désir de rester à côté d'elle, il aurait pu alors reconnaître qu'une autre forme de bonheur pouvait être possible, même avec un certain rapport avec Padmé déjà morte, à savoir dans le futur où il aurait pu alors partager tout ce qu'il est avec justement le futur que Padmé aurait déjà aurait laissé derrière elle, à savoir la naissance de Luke et de Leia Skywalker. Tandis que Anakin, il ne peut concevoir qu'une forme de bonheur égoïste. Padmé, elle représente au contraire un bonheur engagé, un bonheur en fait ouvert à la démocratie que tous les deux ils sont en train de défendre, et la destruction de cette possibilité de bonheur, de continuation de bonheur, même sans Padmé en chair et en os, c'est ça qui en fait instaure, fonde dans la galaxie l'ordre de l'Empire. Et ça, c'est une proximité de décisions très intéressantes dans l'histoire de Star Wars. Parce que c'est en fait le choix ou la préférence du bonheur égoïste d'Anakin Skywalker, c'est-à-dire le passage d'Anakin Skywalker à Darth Vader, ce qui rend possible la montée de l'Empire contre la démocratie de la République dans la galaxie. Et c'est avec ces deux exemples que je voulais éclaircir, j'espère que j'ai réussi un petit peu, et la forme de ces sujets obscurs ou l'idée de la pensée du mal chez Badiou dans l'éthique, dans cet essai sur la conscience du mal. Et je suis désolé pour les différentes coupes de la vidéo parce que j'ai eu des problèmes techniques. Mais au cas où, je suis toujours disponible pour vos questions, pour même vos curiosités. Et bonne continuation et n'hésitez pas à voir ce qu'il faut faire sur le Moodle. Merci beaucoup.